Eh bien, sans plus tarder, je demande à Jacques Tardif s'il veut bien nous rejoindre. Donc, Jacques Tardif. Il est, je pense, presque inutile de te présenter. Donc, Jacques Tardif, professeur émérite Sherbrooke. Tous ceux qui, un jour, se sont consacrés à l'enseignement ont lu ses propos, tes ouvrages qui sont quasiment bibliques. Je savais que ça allait te plaire. Et donc, sans plus tarder, il va commencer ces 3 journées par pédagogie, oser. Alors, on va oser avec Jacques. Merci beaucoup de la présentation. Je ne veux pas énumérer tous les titres. Alors, bonjour madame, bonjour monsieur. Et j'ai un handicap ou deux. Il me semble qu'un conférencier, ça a toujours une cravate. La mienne est entre Lyon et Nantes. Alors, je suis déguisé en vacancier plutôt. Et puis, en général, je manipule moi-même tout ce qu'il faut pour mon ordinateur. Maintenant, c'est derrière. Alors, ceci étant pris en considération, j'ai 40 minutes et madame, voilà, on va me dire dans 40 minutes que je dois vous donner 5 minutes pour réagir, commenter et tout. Donc, comme vous avez ce petit temps, je ne vais pas tomber dans les nuances, je vais rester plutôt dans un plan plus catégorique. Alors, suite à la demande et surtout après avoir regardé tout ce qui était proposé dans le programme, et comme ça fait 3 fois que j'interviens devant vous, je me suis dit, je ne peux pas répéter la même chose. Alors, cette fois-ci, je suis dans la logique oser la pédagogie, c'est ce qui était annoncé, mais en reliant Internet des objets connectés, ce qu'on appelle le Web 3.0, et le développement de compétences, en estimant que Internet des objets connectés, en lien avec le développement des compétences, non pas nous propose, mais nous impose un très grand nombre de changements et balise le changement en question. Alors, Madame la préfète a réénoncé tous ces osés, je ne vais pas les reprendre, mais j'étais très impressionné par l'audace qui avait marqué toutes les décisions prises pour ce programme. J'ai essayé de me situer dans le 3e, davantage que dans les autres, dans oser investir les champs des possibles. Et puis, j'ai pensé que je mettrais un peu les pieds dans oser enseigner en terre inconnue, mais c'est plutôt dans le 3e, oser investir le champ des possibles. Et puis, quand j'ai présenté la conférence, ce sera un peu mon plan finalement. Quand j'ai planifié la conférence, je me suis dit, on sait beaucoup de choses sur l'enseignement maintenant ou sur l'apprentissage maintenant. Alors, j'ai osé prévoir qu'est-ce que sera l'enseignement dans le domaine de la santé en 2030, pour réaliser qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient écrit là-dessus. Et j'utilise, excusez-moi, le mauvais bouton, j'utilise 3 leviers. Le premier levier qui sera dans la première partie de la conférence, quels sont les impacts de la révolution 3.0? L'autre levier, la professionnalisation dans la logique du développement des compétences. Bon, vous connaissez quand même passablement. Et puis, quelque chose qui s'appelle les meilleures pratiques, best practices, pédagogiques dans le domaine de la professionnalisation en enseignement supérieur. Alors, il y a beaucoup d'écrits là-dessus et tout. Alors, pour la conférence, j'ai un peu fait le choix de faire une recension d'écrits. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais soutenir une thèse. Ça va durer une 40aine de minutes et après, il y aura défense de la thèse ou soutenance selon les questions. Si vous voulez passer à la diapo 7. Je vais parler à quelqu'un parce que... Voilà. Mais je pense qu'il dort. Voilà. Alors, la première partie, j'ai examiné plusieurs documents. Je me suis beaucoup attardé à celui-ci qui est vraiment très, très intéressant. C'est une rencontre qui a eu lieu à Montréal en octobre 2016. Le rapport a été publié le 7 octobre 2016 et ça s'appelle « Le futur de la santé, Impact 3.0 ». C'est vraiment intéressant. Et alors, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais les gens s'entendent pour dire que, bon, on est probablement maintenant dans le Web 2.0. Le Web 2.0, c'est Facebook, Twitter. On communique ensemble, on fait des grands réseaux sociaux, on sourit, on s'envoie des likes.
de toutes sortes de choses comme ça, et qu'on s'en va vraiment vers le web sémantique, où on aurait un peu les pieds dans le web sémantique. Et dans le fond, on pourrait dire que je vais mettre les deux, voilà. Jusqu'à maintenant, il y a quelques exceptions, mais il n'y en a pas beaucoup. Jusqu'à maintenant, Internet se prolonge peu au-delà du monde électronique. Et je vais donner un exemple de ça. Et avec l'Internet des objets, ben, c'est vraiment beaucoup plus loin. Et Internet des objets rend possible les échanges d'informations et de données du monde réel vers le réseau. Un exemple. Actuellement, quand on utilise le traitement de texte ou un logiciel de traitement de texte, il nous aide il souligne les fautes qu'on fait et il nous aide beaucoup dans l'organisation du texte, mais il ne nous fait aucune suggestion. Alors, on estime que avec l'intelligence artificielle, les nouveaux traitements de texte, ben, ils vont nous connaître assez bien. Puis, après 2-3 paragraphes, ils vont dire, ben, Monsieur Tardif, est-ce que vous ne voudriez pas essayer ce contenu-là ou aller vers cette logique-là? Alors, on dirait que Internet pas Internet, un logiciel de traitement de texte, Word, par exemple, qui m'aide à bien écrire et à bien structurer, c'est Web 2.0, quoi. Parce qu'il ne me suggère jamais quoi que ce soit, il me laisse un peu aller seul et, dans le fond, il ne collecte pas de données, ni les analyse, ni suggère quelque chose. Voilà. Quelques exemples que vous connaissez. Alors, pour le Web 3.0, on dirait, et là je pense entre autres au domaine médical, on dirait les montres ou les bracelets Apple ou les Fitbit ou les trucs semblables comme Sensoria par exemple, utilisent des données cardiaques pour offrir un coaching personnalisé. Alors, on suit la personne et puis, on a toujours besoin d'un entraîneur, mais on en a un peu moins besoin. Et si on prenait l'exemple de Sensora qui crée des algorithmes et à partir des données issues des objets connectés, il analyse, par exemple, le stress de la personne, son niveau émotionnel et lui permet de prendre les meilleures décisions pour lui-même. Alors, on voit qu'on a quitté le domaine de recueillir des données seulement pour aller vers... Ces données sont analysées par les technologies et non seulement sont analysées, mais il y a quelque chose qui, en retour, est proposé pour aller plus loin. Et puis, bon, Exoskin, certains d'entre vous connaissent ça, peut-être tout le monde, conçoit des vêtements connectés pour suivre le patient dans ses vies de tous les jours. Alors, on peut dire que, par exemple, pour la personne diabétique ou la personne qui présente de l'arythmie cardiaque ou des personnes qui présentent des problèmes au long cours, qui ont besoin de recueillir des données, mais ces éléments-là sont vraiment très intéressants. Alors, bon, voilà. Quelque chose que j'ai dit, mais comme ce n'est pas moi qui manipule, je vais passer par là. Donc, globalement, on s'entend pour dire que le web sémantique ou le web 3.0 succède au web social et que la caractéristique de ce web-là sera dans la logique de l'intelligence artificielle et nous fera un bon nombre de suggestions. Et après, j'irai précisément sur qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la pratique en santé, mais qu'est-ce que ça veut dire surtout, parce que c'est mon point de vue ou ma posture, qu'est-ce que ça veut dire du côté de l'enseignement. Et là, je vais prendre, voilà, ce sera ma manière de faire des extraits. Je vais prendre quelques extraits de ce rapport que j'ai trouvé absolument génial, Le futur de la santé, l'impact de la révolution 3.0, qui est paru en 2016. Un premier extrait, en ayant des données sur une plus longue période, les professionnels de la santé peuvent ainsi mieux prédire, mieux prévenir, mieux guérir les maladies, et cela grâce à l'efficacité des systèmes de mesure et des algorithmes d'analyse. Alors, ça veut dire non seulement collecter des données, mais les analyser, ce qui réduit la nécessité de l'intervention humaine. Évidemment, moi, je ne nage pas tellement dans ces eaux-là, mais la majorité des gens qui sont très Internet, très Web 3.0 et très intelligence artificielle, ils voient toujours la diminution de la relation humaine ou la diminution de l'interaction humaine. Alors là-dessus, je n'interviendrai pas vraiment en profondeur, mais c'est quelque chose que je ne traite pas dans cette présente présentation. Alors, on dit aussi, toujours des extraits de ce rapport, l'Internet des objets engendre une nouvelle manière de traiter les données. Et ça, on discute longuement sur comment ça change le rapport
des professionnels ou la relation des professionnels de la santé. Alors, je continue. En générant des flux de données continus, les professionnels de la santé auront besoin de logiciels qu'on pourrait dire spécialisés. Ces logiciels vont leur permettre de consulter, ça va leur permettre également de traiter et de visualiser ces flux, mais d'une manière très particulière. Ça veut dire rendre ces flux en informations compréhensibles et accessibles. Alors, si on portait un jugement sur ce qu'on fait maintenant, on pourrait dire nous sommes à des années-lumière de ça maintenant, parce qu'on n'a pas encore intégré dans l'information ces façons, ces manières de traiter des masses de données recueillies par le patient lui-même ou par la personne elle-même, et de se placer dans une position de rendre ces informations compréhensibles et accessibles. Et je continue. Bien, là, c'est probablement la diapo qui insiste le plus sur l'intelligence artificielle. Alors, les algorithmes de l'intelligence artificielle, principalement basés sur l'apprentissage en profondeur ou l'apprentissage profond, apprennent à utiliser des données pour ensuite effectuer une tâche. C'est un peu ce que je voulais exemplifier avec le Word qui ferait des suggestions à la personne qui écrit et non seulement se satisferait de suggérer qu'il y a des fautes ici et là, mais interviendrait sur les marqueurs de relation, sur la cohérence textuelle et tout. Alors, en 2015, il y a eu un petit concours qui a été fait et qui a démontré que la machine possède une meilleure capacité pour reconnaître une image que l'être humain, mais c'est dans le cadre de l'intelligence artificielle avec des apprentissages profonds. Ça veut dire l'ordinateur, l'électronique apprend quelque chose et au fur et à mesure où il apprend, il améliore sa performance. Et donc, cette aptitude rehausse l'efficacité de l'imagerie médicale. Vous imaginez que la personne qui écrit ça après pose des questions sur le radiologiste, l'analyse des images et tout, mais comme je vous ai dit, je ne nage pas aujourd'hui dans ces eaux-là. Il y a un petit handicap avec le fait que je ne manipule pas ça. Alors, ce rapport et d'autres que j'ai consultés permettraient de dire que la santé connectée, ou la santé au moment avec le Web 3.0, vise à développer des objets permettant d'aider le patient à être son propre soignant, mais le patient comme propre soignant, c'est venu avant le Web 3.0, à mesurer des informations utiles pour permettre au médecin de suivre son patient à distance et non toujours d'être en rencontre présentielle avec lui, et finalement d'offrir de nouveaux moyens de communication ou d'interaction plus efficaces pour simplifier la communication ou encore l'interaction entre le patient et le personnel médical. Et puis, je n'ai pas le temps de passer là, mais juste en mettant ici, là, comme ça, quelque chose de bizarre. Je vais m'adresser à la personne derrière. Est-ce que vous voulez revenir à 18? OK. Voilà, j'étais là et ça ne devait pas sauter comme ça. Excusez-moi, je vais prendre... Voilà les limites de la technologie. Est-ce que vous voulez revenir à 17? Excusez-moi, je ne veux pas vérifier vos capacités d'attention, là, mais... Ah, ça y est. Il y a une dame vraiment étonnante qui vit à Amsterdam, qui est une designer, mais vraiment quelqu'un qui travaille dans la mode. Et elle a fait des choses vraiment exceptionnelles. Elle est vraiment type Web 3.0. Deux petits trucs à son sujet. Elle a conçu une robe araignée. Enfin, moi, je trouve que c'est assez génial pour un psychologue, ça. Elle a conçu une robe araignée qui, en cas de stress, repousse les personnes autour de soi grâce à des puces Intel. Mais une chose mieux que ça qu'elle a fait, et vraiment, ça, j'ai vu l'expérimentation de ça. Elle a, pour les enfants qui sont vraiment très hyperactifs ou qui ont des problèmes de l'attention, elle a développé une corne de licorne, ils l'ont sur la tête, et ça filme les moments où ils sont très, très attentifs, en tout cas plus attentifs, et elle les amène à développer une régulation importante à partir de ces séquences où ils se revoient et qui leur montre qu'est-ce que c'est dans la vie être attentif ou porter attention à quelque chose.
Alors, bon, si vous allez voir sur Internet, cette dame a fait des choses qui sont absolument fascinantes et c'est assez impressionnant. Donc, l'Internet des objets, j'arrive vers la fin de ma première partie là, qui parlait de Web 3.0. Ensuite, j'ai parlé des compétences et tout. Donc, l'Internet des objets connectés imposerait des transformations majeures dans le domaine de la santé. Il y en a beaucoup, mais j'en ai fait ressortir 4. Une première, le patient comme partenaire, mais bon, ça, comme je disais, ce n'est pas une nouveauté, ou le patient comme propre soignant, l'évolution des professions. Et le premier monsieur qui a pris la parole a un peu glissé là-dessus, ou a ouvert quelques portes là-dessus. Mais les gens qui écrivent sur Internet 3.0 ou l'Internet des objets connectés, eux voient des transformations majeures dans chacune des professions. Notamment, ils disent, bon, pour les placements à la bourse, par exemple, pour la fiscalité, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, un bon ordinateur ou un bon système électronique pourrait faire de meilleures suggestions qu'un courtier ou un consultant dans ce truc-là. Le rôle crucial de l'interprofessionnalité, on estime que chacune des professions va un peu perdre de sa particularité ou de ses frontières spécifiques et qu'on sera plutôt dans un domaine d'interprofessionnalité ou de transversalité, si on veut le dire comme ça, et l'imposition de nouvelles structures administratives. Si vous voulez aller à la diapo 20, s'il vous plaît. Là, je pense qu'on s'entend bien. C'est moi qui ai fait quelque chose. Voilà. Maintenant, la première partie, je vais garder mes 5 dernières minutes pour dire, bon, quelle est la tombée ou quelles conséquences dans la pédagogie elle-même. Mais j'ai fait la première partie, un peu les histoires de Web 3.0. Maintenant, j'arrive aux réflexions pédagogiques elles-mêmes. J'avais 3 points. Et un dossier important, il y en a beaucoup d'autres, mais un dossier important publié en 2017, ça fait pas très longtemps, c'est au Canada pour l'évaluation dans le cadre de la résidence en médecine, et c'est les meilleures pratiques ou les best practices dans l'évaluation et la mesure dans un programme de formation par compétences. Alors, il y a des choses que vous allez retrouver. Le dossier insiste beaucoup sur l'importance de poursuivre la formation à partir de compétences. On est un peu dans ça. L'importance ou le côté crucial de placer le parcours de professionnalisation de l'étudiant au cœur des décisions pédagogiques. Et beaucoup d'insistance là-dessus, mais il faut dire que ça porte sur l'évaluation et la mesure. Quelque chose qui dit il faut fournir des rétroactions plus fréquentes. Et on insiste beaucoup sur les rétroactions qui sont beaucoup plus documentées ou les rétroactions qui sont beaucoup plus argumentées. Donc, ce serait une de nos faiblesses maintenant. 2 extraits, je m'excuse un peu que ce soit en anglais, mais je veux pas lire ça, je veux juste insister sur un élément ou deux. Oh, mon Dieu, c'est moi qui... je vais être très habile à 3 heures, à 15 heures. Ici, ils disent que le modèle qu'on a maintenant a un certain nombre de forces, mais la limite du modèle qu'on a maintenant, c'est le manque de continuité à travers les expériences d'apprentissage, surtout ce qui est écrit en Bourgogne, là. Dans l'évaluation, on a l'impression de toujours recommencer à zéro, où on ne parle jamais vraiment de parcours avec l'étudiant, mais c'est comme si on avait des photographies qu'on prenait, et à chaque fois, on a beaucoup de difficultés à insister sur la continuité. Et bon, ce rapport-là, j'en profite parce que ça déborde un peu l'évaluation, et le rapport lui-même porte sur l'évaluation. Ce rapport-là dit, et là, je m'en vais lentement, mais sûrement vers l'approche pédagogique, ce rapport-là dirait quelque chose comme laissez time in training, oubliez ça, et branchez-vous sur les outcomes, ou sur l'apprentissage. Alors, on voit maintenant dans plusieurs systèmes que l'évaluation, pas l'évaluation, mais le temps prédéfini pour l'apprentissage, on a tendance à mettre ça un peu de côté, là, et à dire, ça, c'est dans une logique d'enseignement. Nous ne sommes pas dans cette logique-là quand on travaille par compétences, et la logique avec laquelle on travaille, c'est ce qui est appris et non pas le temps qu'on passe sur l'apprentissage. Deuxièmement, vous le trouvez dans ça, l'insistance sur les connaissances antérieures et les besoins de l'étudiant.
Encore une fois, on revient sur le feedback régulier dans une approche de coaching. Et pour terminer ça, fournir un peu toujours dans le coaching, mais insister constamment sur quels sont les progrès en apprentissage. Alors, on pourrait dire que si on regarde le domaine des développement des compétences ou apprentissage dans un contexte de compétences, on revient toujours sur ces éléments-là. Et fait très intéressant, on souligne quelque chose, là aussi je vais sortir 2-3 points. On fait ressortir que si on examinait la littérature ou les recherches qui ont été faites, il y a une faiblesse particulière, c'est qu'on ne... Ah, diable. Voilà. Il y a 2 boutons verts. On ne sait pas distinguer l'élève qui apprend lentement, qui développe slowly les compétences, de celui qui est en échec et qui ne va pas vraiment y arriver. Et il n'y a pas beaucoup d'instruments qui permettent de porter un jugement fidèle là-dessus. Et puis, on ne sait pas distinguer non plus celui qui est lent de celui qui n'a pas atteint le niveau attendu. Mais on pourrait dire ça autrement. On pourrait dire que on n'a pas trouvé les indicateurs ou les critères qui permettent de porter un jugement sur le développement des compétences. On a trouvé de bons indicateurs ou de bons critères qui nous permettent de porter un jugement sur des bases de connaissances, mais sur les compétences, pas vraiment. Et puis, pour travailler sur un autre rapport, cette fois-ci, je le mets en français, ça répète un peu ce qu'on sait déjà, mais c'est, si vous regardez le titre, c'est les stratégies nationales for Higher Education en 2030. Alors, il y a d'autres conclusions que celle-là, mais on met en exergue l'acquisition des connaissances n'est pas suffisante pour assurer une formation de qualité. Je pense qu'on sait ça depuis assez longtemps. Ici, quelque chose de très important, l'étudiant n'a pas le temps nécessaire pour apprendre, c'est-à-dire que arrêtez de lui enseigner quelque chose, mais laissez-le apprendre. Donnez-lui de multiples occasions pour se confronter à des problèmes vraiment importants et donnez-lui le temps de traiter de l'information, d'explorer différentes avenues. Et donc, il y aurait une orientation vers une diminution très importante du temps d'enseignement tel qu'on le définit. Et puis, bon, ça revient toujours, l'importance des compétences génériques dans le développement. Après, il y a aussi un autre rapport très important qui s'appelle, aux États-Unis, on fait ça régulièrement, et c'est fait par, en bas, là, l'Association des collèges et des universités américaines, et ça s'appelle toujours les grands principes qu'on devrait prendre en compte ou les grandes orientations qu'on devrait prendre en compte. Encore là, 3 citations en anglais, ensuite je lâche l'anglais, là je ne vais plus continuer dans ça, mais mon temps s'écoule. Un premier extrait, on est toujours dans la même logique ici, je pointe ça. Démontrer progressivement des niveaux de plus en plus élevés de, traduisons ça par efficacité ou de maîtrise, à travers, c'est crucial, des problèmes authentiques, on pourrait dire, ou des problèmes centrés sur des problématiques importantes. Je dirais que le deuxième point est beaucoup plus important. Et si j'avais une bonne mémoire, là, je ferais un lien avec quelques présentations initiales qui ont été faites ici, mais je dirais travailler dans des problèmes qui imposent des points de vue multiples. Donc, go, interdisciplinarité, go, transdisciplinarité, go, multidisciplinarité, et travailler toujours avec des problèmes qui ne sont pas définis ou des questions qui ne sont pas définies. À la limite, on dirait, plus vous travaillez dans le flou, pas vous, mais plus l'étudiant est placé dans le flou, plus les situations d'apprentissage sont d'excellents déclencheurs pour l'étudiant, pour l'obliger à traiter de l'information et tout. Et il suggère également autre chose avec laquelle on n'est pas très habitué, c'est de travailler toujours pour démontrer à l'étudiant
quel est ce que lui fait de personnalisé, quelle est sa signature, quelle est, par exemple, dans le raisonnement clinique ou dans la résolution de problèmes ou dans les solutions de situations complexes, qui est-elle ou qui est-elle comme personne devenant professionnelle? Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment développé. Eux vont très loin en disant cela toujours dans un contexte de problème ou de projet, et c'est à partir de cela, et à partir de cela seulement, qu'on attribuera des crédits à quelqu'un, ou on reconnaîtra qu'il a fait des apprentissages vraiment importants. Alors, pour continuer juste un petit peu plus loin, cette association des collèges et universités américaines a aussi, mais ça c'est annuel, vous pouvez trouver sur Internet facilement, une liste de HIP, de High Impact Practices, et j'en ai fait ressortir 2 ou 3 ou 3 ou 4, parce qu'elles vont dans le même sens que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant. Donc, voilà, je suis des communautés d'apprentissage qui obligent des gens de plusieurs disciplines ou de plusieurs champs professionnels, donc interprofessionnalité, à travailler ensemble autour de problématiques communes. Des projets coopératifs qui, encore là, obligent les gens à travailler dans diverses perspectives, surtout ici, négociation de sens, c'est-à-dire ces gens-là pourraient être réunis parce qu'on sait qu'ils ne sont pas d'accord avec différentes solutions, mais on les oblige dans un contexte d'apprentissage à négocier le sens. Les 2 autres sont pour vous connus, stage en milieu de travail et des projets intégrateurs au cours et au terme du programme. OK. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous et c'était l'objet de ma conférence, il faut bien que j'y arrive un jour. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, oser la pédagogie dans le domaine de la santé jusqu'en 2030? Alors, on pourrait dire qu'il y a une intégration massive, constante et significative des technologies prêtes à porter, tout particulièrement de celles qui agissent sur la personne. Parce que les gens distinguent 3 technologies de prêt-à-porter, des technologies qui recueillent des données, on les connaît déjà, des technologies qui analysent les données, on en a déjà un certain nombre, mais on développe maintenant des technologies qui proposent des solutions, qui accompagnent la personne et qui pourraient être son soignant, entre guillemets. Donc, vraiment intégrer ça d'une façon massive, constante, de plus en plus significative dans la formation. Avoir donc des situations d'apprentissage assurant la maîtrise de l'interprofessionnalité, mais tout cela en accordant la plus grande attention possible aux patients comme partenaires. Si on était dans la logique d'un centre de recherche à l'Université de Montréal, on dirait le patient est un membre de l'équipe soignante. On est passablement loin de l'éducation à la santé, là. On est en train de dire tu es impliqué, mon vieux ou ma vieille. Tu fais partie de l'équipe soignante et tu as quelque chose à faire avec ça. Et puis, pour continuer comme ça, ça serait important, ça reprend certains points mentionnés tout à l'heure, de privilégier des problématiques complexes et mal définies. Bon, moi, j'ai un peu de nuance ici, mais avec mes étudiants, je dis toujours, allez-y les plus complexes, là, parce que sinon, vous travaillez d'une soustraction à l'autre ou d'une petite addition à l'autre, ça va vous prendre 10 ans avant d'arriver au bout de quelque chose. Et mettez toujours l'accent sur la progression de l'étudiant. Une autre était évidente à voir venir, des évaluations fréquentes. J'ai mis en couleurs différentes, documenter et argumenter. S'il y a quelque chose qui fait passablement consensus dans les écrits sur la formation en recourant au Web 3.0 ou en recourant au développement des compétences, c'est le fait que même si on fait du coaching, du debriefing, de la réflexivité ou toutes sortes de choses qui nagent dans ces eaux-là, souvent, si on met l'accent sur documenter, on ne met pas beaucoup l'accent sur argumenter.
Qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu es rendu à cette étape-ci alors que tu étais avant, il y a 6 mois, ou il y a 2 mois, ou il y a 3 semaines, et où est-ce qu'on s'en va dans cette logique-là? Voilà. Et donc, explicitation régulière de la base de connaissances sur laquelle reposent les décisions et les interventions. Ça, c'est quelque chose qu'on fait ressortir aussi. Ça veut dire l'étudiant ne passe pas sa vie à écouter quelqu'un ou sa vie à lire des documents, mais il passe sa vie d'étudiant à traiter de l'information, à construire activement de la connaissance, souvent à co-construire de la connaissance, parce qu'il doit négocier du sens. C'est important d'avoir des moments cruciaux d'explicitation de la base de connaissances qu'on a développée, surtout cette base de connaissances qu'on utilise pour réfléchir son action. Et pour terminer cela, mais ensuite je vais arriver à quelque chose de... Voilà. Des interventions spécifiques sur l'éthique personnelle et professionnelle et en concomitance avec l'identité professionnelle, personnelle et citoyenne. On a l'impression, quand on consulte ces documents, que nous sommes des gens, dans les formations actuelles, qui avons beaucoup travaillé sur l'identité ou sur l'éthique professionnelle, mais qu'on a pu dissocier ça de l'identité personnelle ou de l'éthique personnelle. Et donc, cette fusion-là. La personne qui doit me faire signe, elle est où? Ah, c'est toi. OK. Je vais aller maintenant à quelque chose qui tient compte de ça et qui sort un peu de cela, mais encore plus concrètement. Et je voudrais là aller passablement loin. On voit notamment dans plusieurs lieux que la modularité ou la modularisation, disons en France, on est assez fort là-dessus, c'est un obstacle énorme à tout ce discours que je viens d'avoir. Au discours de globaliser, complexité, interdisciplinarité. Si vous commencez à modulariser pour faciliter le transfert d'un lieu à un autre ou pour donner des crédits, vous êtes probablement en train de créer vos propres problèmes ou vos propres barrières. Donc, ce qui est mentionné avant, moi je n'ai pas tout argumenté ça, mais me permettrait d'argumenter que ce serait important d'abolir la modularisation pour donner la place à la globalité, entre autres à l'interdisciplinarité ou à l'interprofessionnalité. Ça, un os énorme à ronger pour un végétarien. L'abolition de l'appréciation de l'apprentissage en référence à des notes. À l'Université de Sherbrooke, dans la faculté de médecine, ils avaient depuis 35 ans un programme d'apprentissage par problème. Ils gardent un peu cette orientation-là. Maintenant, ils ont défini un parcours de professionnalisation beaucoup plus orienté compétences. La question qu'ils ont posée au service de soutien à l'enseignement ou à la formation de l'université, fournissez-nous les arguments nécessaires pour que nous n'ayons plus besoin d'apprécier les étudiants, les apprentissages, autrement que par réussite ou échec. Et c'est un courant très fort dans les formations en santé en Amérique du Nord, où on dit ces histoires où on permet à quelqu'un de réussir quelque chose avec 10 sur 20 ou avec 12 sur 20 et d'avoir 8 sur 20 compensés par autre chose, ça ne va pas tellement avec la posture de l'apprentissage ou le paradigme de l'apprentissage. Alors, je dirais d'une manière catégorique, l'abolition de cette appréciation en référence à des notes, mais même des trucs alphanumériques, là, comme A+, A, A-, B+, B, B-, qui, dans le fond, le message que ça donne à l'étudiant aussi, c'est si tu as une maîtrise partielle de la complexité, c'est correct. C'est pas un problème. La vie va te permettre de développer quelque chose et aller avec un niveau d'exigence très élevé pour certifier la réussite de la professionnalisation. Et un point vraiment intéressant ici, mais que vous connaissez déjà, celui-là, très bien, c'est le tutorat ou le mentorat, ça dépend quelle logique vous adoptez, tout au long du parcours de professionnalisation de l'étudiant. Alors, puis bon, on pourrait poursuivre dans ce contexte-là,
Et je vais maintenant pour... Ah, c'est bon. Alors, le monsieur à qui je m'adresse, si vous allez à 35, je vais être très heureux. Ah, c'est ça. Voilà. Alors, je me suis permis, c'est intéressant d'être un vieux prof émérite, dans le fond, je me suis permis d'explorer plein de choses en France, notamment. Et de dire, ben voici quels sont les changements les plus importants. Honnêtement, les changements les plus importants que j'ai vus sont toujours, j'ai 8 diapos, ils sont toujours, c'est des extraits, ils sont toujours centrés sur l'enseignement. Ils ne sont jamais centrés sur l'apprentissage. Et donc, on pourrait dire, on est très, très loin, voire des années-lumière de ce que j'essaie d'argumenter. Alors, voici, je vais avoir 2 extraits de ce blog-là, le 17 juillet 2017, mais en reprenant des mots de différents profs. Voici un extrait très intéressant. On varie les modalités d'enseignement dans le seul but de relancer l'attention des étudiants. Il faut vraiment être loin de l'apprentissage. C'est-à-dire, ici, on va s'amuser avec différentes stratégies pour que les gens soient attentifs à ce qu'on fait. Et entre crochets, ces outils permettent à l'enseignant de passer facilement d'un registre pédagogique à un autre, cours magistral, exercice individuel, mini-travaux de groupe, et de relancer ainsi, on s'y attendait, l'attention des étudiants. Alors, moi, je dirais que dans l'enseignement, ça fait un peu vieux prof, ça, dans l'enseignement où si l'attention est centrée sur quelque chose comme ça, à mon avis, je dirais catégoriquement, nous n'y sommes pas. On va pas arriver au 3.0, là, ou on ne va pas arriver facilement aux compétences. Et j'ai un autre qui vient du même site. Alors, on est loin aussi quand la seule chose qu'on fait, c'est modifier l'entrée sans changer la logique de l'apprentissage. Enfin, moi, les gens qui me connaissent savent que je parle toujours d'apprentissage. Alors, je lis ici. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui prend en compte ce qui existe avant ou les technologies. Alors, il raconte... Oh, mon Dieu, encore une fois. Voilà. En amont, on demande aux étudiants de lire un chapitre de livre, de regarder des vidéos ou des MOOCs, voilà la classe inversée si vous voulez, là. Autant de connaissances dont nous vérifions la bonne acquisition dès le début du cours par une séquence de tests. Et là, on revient, cela correspond à la fois à une demande de nos étudiants, ben oui, parce qu'ils trouvent ça un peu long, tout ce qui est présenté magistralement, qui ont de plus en plus de mal à suivre des cours magistraux, et des profs qui peuvent mettre en application les données acquises au travers d'exercices, et ça vient encore une fois du même blog. Pour continuer dans le même sens, il me restait 8 minutes, il m'en reste 6. On est encore loin de ça aussi quand on met l'accent sur l'enseignement seulement. Et ici, j'ai mis cet extrait-là parce que si vous lisez dans le domaine de la pédagogie, enseignement universitaire, en Amérique du Nord, vous allez croiser ce mot-là de plus en plus souvent, là, la flexibilisation. Il y a même des gens qui deviennent des experts pour accompagner les enseignants ou les profs dans la flexibilisation. Alors, on fait un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Un équilibre peut ainsi être trouvé entre les pédagogies qu'on appelle transmissives ou actives au cours d'une même séance. Voilà, on alterne encore une fois exposé, temps de questionnement, temps collaboratif et en petits groupes. Je ne suis pas contre les petits groupes, je ne suis pas contre le travail coopératif, bien au contraire, mais quand on lit sur cette histoire-là, la flexibilisation, on voit bien que la préoccupation, c'est contrôler ou avoir de l'impact sur l'attention de l'étudiant, faire en sorte qu'ils viennent aux présentations qu'on fait et toutes sortes de choses de cette nature. Et pour terminer, ou presque pour terminer, il m'en reste 2. Ça, grâce au web, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Learning Analytics, c'est quelque chose qui est beaucoup plus français, à mon avis, selon ce que j'ai recensé et entendu, que d'un autre pays. Et puis, ce qu'on fait, c'est vraiment intéressant, c'est on va analyser les traces numériques laissées par l'apprenant afin de mieux le comprendre et optimiser l'apprentissage. Ce qu'on fait, c'est à quelle fréquence il a consulté le site, quelle est la durée à chaque fois qu'il visite le site,
quels sont les sites adjacents qu'elle a consultés. Et encore là, à peu près tout est lié à gérer de l'extérieur quelque chose qui est autour de l'apprentissage, mais ne nous parle pas de l'apprentissage. Et dernière diapositive, c'est vrai cette fois-là. Ah, je ne sais pas si c'est le monsieur ou moi. J'ai l'impression que voilà. OK. Alors, forcément, Pluripass, c'est aussi une histoire très française, là. Et celui-ci a été développé à l'Université d'Angers. Alors, encore là, on voit la dynamique enseignement et non pas la dynamique apprentissage, parce qu'une transmission de savoir qui passe par des cours magistraux à plus de 500 étudiants, c'est pas un vieux truc, là, ça vient d'être publié, a montré ses limites. Pluripass introduit l'usage du numérique. Une partie du cours devrait être préparée en ligne et sera approfondie avec un enseignant qui est dans une logique de travaux dirigés. Alors, pourquoi je deviens si grognon tout à coup, ou que je présente des choses en disant « mais il me semble que ça ne va pas dans cette logique-là », je trouve vraiment extrêmement décevant, mais vraiment, qu'on place autant d'énergie pour apporter des changements et que cette énergie qu'on place, on ne la place pas pour soutenir l'apprentissage de l'étudiant ou soutenir sa progression dans la professionnalisation, mais on la place pour contrôler son attention, pour gérer son temps de travail sur X ou Y questions ou données. Et donc, la raison pour laquelle j'ai présenté notamment les 4 ou 5 ou 6 dernières diapositives, c'est pour dire, c'est bon, on fait des changements, mais il y a un certain nombre de changements qu'on pourrait faire d'une manière plus orientée sur l'apprentissage. Merci de votre attention. Et merci au monsieur derrière que je ne vois pas, mais... Tu as une notion particulière de l'objet connecté, c'est ça? Des questions pour Jacques Tardif? Ou des commentaires. Ou des commentaires. Pierre, Paulès, Annecy. Est-ce qu'il y a des micros dans la salle? C'est drôle, j'avais pas... Pierre, tu as ce qu'il faut pour que tout le monde t'entende, mais... Venez à côté de moi, Pierre. Qu'on s'arrêtera quand on voudra à la profession qui nous conviendra. Comme si je m'engage dans des études de maçon, et puis parce que ça m'intéresse, c'est que je continue à apprendre, je vieillis dans une autre profession et un jour je signe en tant qu'architecte. Est-ce que je m'engage dans une profession de santé et je continue mon apprentissage tout au long de ma vie, et puis à un moment donné je deviens, je sais pas, orthophoniste parce que c'est mon sujet d'intérêt et mon sujet d'apprentissage? On peut lire des choses comme ce que vous racontez maintenant. J'ai un peu de doute autour de ça, mais je dirais que il y a une exigence que nous aurons, mais qui est déjà devant nous, si on travaille par compétences, c'est de dire quel est le référentiel, mais tout, quelles sont les compétences, surtout, quel est le niveau attendu pour nous et pour les étudiants pour certifier l'atteinte d'un degré qui dit à quelqu'un, tu peux être infirmière ou ostéopathe ou peu importe, parce que tu as atteint ce niveau, que tu as fait la démonstration que tu as atteint ce niveau-là. Après, voilà. Mais ce qu'on dirait avec le Web 3.0 et la logique que j'ai essayé de faire ressortir, c'est on dirait que, où on aurait tendance à argumenter sur le fait que les professions seront beaucoup moins circonscrites qu'elles le sont maintenant. Et que cette histoire d'interprofessionnalité, là, moi j'ai vu beaucoup de choses dans votre congrès, là, dans votre colloque sur l'interprofessionnalité, cette orientation va prendre beaucoup de place et les gens, c'est comme si les gens se réunissaient autour de... Mais si vous regardez maintenant, hier, je consultais
petit côté narcissique, le site de l'Université de Sherbrooke, je voyais qu'il y a un ingénieur génie électrique qui a gagné un prix vraiment, puis qui a mis en place une start-up parce qu'il travaille avec un médecin pour débloquer des artères qu'on ne pouvait pas débloquer autrement que par son truc qui fait vibrer, et voilà. Alors, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il y a 15 ans ou 20 ans, si on avait dit à quelqu'un génie électrique ou génie électronique, tu vas aller en génie biomédical, j'imagine qu'il aurait dit, vous en fumez du bon. Hein? Mais, alors, personnellement, j'ai tendance à imaginer, soutenu par un certain nombre de propos ou d'écrits, que l'interprofessionnalité va prendre la place. Mais il y a des gens qui argumentent ce que vous avez dit. J'ai des doutes que les gens vont se promener d'une profession à l'autre comme celle-là, votre maçon ou votre médecin ou peu importe. Là. Mais je pense que le Internet 3.0, c'est incroyable, ça. Je ne sais pas si vous avez regardé, disons, par chance ou par malchance, je crois que c'est par chance économiquement. Montréal, il y a un centre d'intelligence artificielle. Mais il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps, c'est sur est-ce qu'on va créer des objets connectés qui tuent quelqu'un, mais juste parce qu'on va lui dire la personne blonde là-bas avec des lunettes noires et tout. Et donc, les questions, c'est éthiquement, qu'est-ce qu'on développe? Mais c'est fort quand même, là. Et puis quand on pense à notre voisin du Sud, nous, là... Je ne vais pas le nommer, mais... Ça, on a bien compris. Ça, c'est fait. Une autre question à Jacques Tardif, pour Jacques Tardif. Moi, j'en ai une. Tu as donc banni tout ce qui peut être modulaire, puisque la somme des modules n'est pas égale à la complexité. Et ceci étant, dès l'instant où on imagine l'interprofessionnalité, où on imagine justement ces parcours professionnels qui seront vraisemblablement à l'avenir partant de A et allant vers C en fonction de nos vies, comment est-ce que tu imagines que les institutions reconnaissent des compétences qui permettent d'exercer un métier, même si on est dans l'interprofessionnalité? Je m'explique. Si aujourd'hui l'infirmière a envie de s'occuper d'objets connectés et a envie de suivre un parcours qui aille dans la e-santé, suivre des enseignements, elle-même participer à un certain nombre de choses, à un moment on lui demandera peut-être le diplôme, la certification qui fait que. Or, cette certification, comment on peut l'imaginer si à un moment il n'y a pas des modules, des temps d'enseignement, des temps d'apprentissage qui soient validés par l'institution. Je veux dire qu'à un moment, est-ce qu'on se dit il n'y a plus de validation ou je te le pose comme ça. C'est-à-dire que je prendrai la dernière partie de ton intervention, la toute dernière. Il y a certainement des temps d'apprentissage qu'on va utiliser et sur lesquels on va s'appuyer pour porter un jugement, à savoir est-ce que ce qui est attendu en termes de développement est atteint ou pas. Je douterais que... je le prends autrement, mais parce qu'avant, tu avais dit les modules et tout, j'aurais des réticences étant donné le propos et l'argumentation que j'ai eue. Mon impression, c'est que nous entrons, nous, actuellement, toujours par des professions nettement définies. Et que l'entrée, ça irait peut-être avec la question de Pierre, l'entrée sera par l'interprofessionnalité ou par ce que nous faisons ensemble. Mais étant donné ce que nous faisons ensemble, ce monsieur, cette dame, toi et moi, avons des responsabilités particulières qui s'appellent profession et qui sont définies et qui sont appréciées par des champs professionnels. Je ne peux pas imaginer facilement. Mais quand on est dans des trucs comme... le génie de l'environnement ou le génie biomédical ou des trucs comme ça, c'est vraiment difficile de définir les frontières et de définir ce qui est prérequis à quelque chose. Oui, sachant qu'en plus, on aura vraisemblablement de nouveaux métiers émergents qui viendront de compétences interprofessionnelles qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Et qui pourraient nous montrer la complexité et après...
D'autres questions avant de passer à notre orateur suivant? Non? Eh bien alors, Jacques, merci. Merci au monsieur du fond.